vous regardez RTL. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Christophe Paco. Il est 13h05, c'est à vous maintenant de prendre en main cette émission que vous connaissez par cœur. On a plaisir à vous retrouver, Christelle, évidemment, comme tous les jours. Chaque 14h, tous vos témoignages sur le 3210 ou sur la page RTL Facebook de l'émission. Les auditeurs ont la parole, on l'imagine. On a donc certainement parlé des urgences aujourd'hui, Laurent Tessier. Bonjour. Bonjour Christophe, Laurent. Bonjour Christelle. Ouais, ce drame n'est pas étonnant, déplore Maëva. On n'est pas pris au sérieux en appelant le 15, je l'ai vécu directement. Et ce n'est que le début, rajoute Stéphane. Tant qu'on n'arrêtera pas l'hémorragie du personnel soignant, tant qu'on ne mettra pas plus d'argent, ce drame se répétera. Pour Brigitte, les deux interlocutrices à Strasbourg ne doivent plus faire partie du milieu, elles n'ont rien à y faire. Facile tout de même de crier au scandale, répond Aurore. Vous pensez à toutes les blagues qu'on leur fait à longueur de journée. Il faut prendre du recul, demande Elisabeth, il y a 3 ans. Les urgences m'ont sauvé la vie. Le pourcentage d'erreur doit être minime. Merci Laurent Tessier, toutes vos réactions évidemment sur la page Facebook, je vous le disais, comme sur le compte RTL Midi. Et on va commencer par Claire, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône et qui est directrice de clinique. Bonjour Claire. Bonjour Christelle, bonjour Christophe. Bonjour Claire. Bienvenue, vous avez travaillé comme ça à la permanence téléphonique, vous ? Oui, quand j'étais jeune, j'ai été ce qu'on appelle permanencière, c'est-à-dire que j'ai répondu à des appels. Alors moi je suis désolée pour ce qui s'est passé, vraiment, enfin je compatis et je fais preuve d'empathie envers cette famille, mais je voudrais simplement rappeler que, hélas, beaucoup d'appels sont des appels faux, sont des blagues, des mauvaises blagues. Et quand on est dérangé parce que soit parce que le chat est coincé dans la gouttière, ou soit pour des choses complètement incohérentes, c'est inadmissible. Alors, ce qui s'est passé, c'est triste, c'est terrible, mais c'est même glaçant, franchement, Claire. Le témoignage est glaçant. Oui. Il est totalement déshumanisé, ce dialogue. Mais je sais bien, mais si vous aimez mieux, il y a combien de pourcentage d'erreurs ? Alors, c'est l'erreur de trop bien sur sûr. Le nombre d'appels. Et moi, je voudrais qu'on puisse afficher combien il y a d'appels qui sont des appels pipotés. Oui. Ou c'est du pipeau, parce que, je veux dire, ces gens-là, ils ont votre vie au bout du téléphone. Mais d'un autre côté, ils ont des andouilles. Et quand je dis andouilles, je modère mon vocabulaire, qui appellent pour des bêtises. Alors oui, c'est glaçant. Ce qu'elles ont fait, c'est pas bien, c'est inadmissible, etc. Bon, cette remarque sur on mourra bien un jour, oui, ça effectivement, mais bon, c'est déplacé. Mais je voudrais bien sensibiliser les gens sur le fait d'être civique vis-à-vis de ces sociétés, de ces appels dont on peut avoir tous besoin un jour. Faut pas oublier qu'on est passé, on disait Christelle, avec tout à l'heure notre invité, Philippe Juvin, qui est chef du service d'urgence de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui disait tout simplement qu'on est quand même passé en 30 ans de 10 à 30 millions d'appels par an et qu'on n'a peut-être pas non plus augmenté les capacités. C'est vrai qu'il faut filtrer tous ces appels. Oui, et il y a beaucoup. C'est vrai, Claire, vous le dites, et souvent on a des pompiers d'ailleurs qui témoignent, et je les appelle à faire le 3210 s'ils nous écoutent, pour nous dire qu'il y a de plus en plus d'appels malveillants, ça c'est clair, et qui polluent le standard et qui vous font perdre beaucoup de temps. Bien sûr. Exactement. Et puis voilà. Alors là, c'est mal tombé parce que quand quelquefois ce sont les enfants qui appellent parce qu'ils s'embêtent chez eux. Oui. Ça ressemble au début. Ça ressemble au début de l'appel qu'ont eu ces dames. Donc c'est pour ça que mais sinon je veux dire c'est très triste et je voudrais pas que ça m'arrive et je voudrais pas que ça arrive dans mon établissement, etc. Mais hélas, si vous êtes où, Claire, vous êtes dans quel endroit, vous êtes dans quelle région de France? Moi je suis à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, mais je ne gère plus de SAMU. J'ai un service d'urgence, mais quand déjà je vois les gens qui se présentent aux urgences, quand on se présente aux urgences à minuit pour un renouvellement d'ordonnance, ce que ça coûte à la société, c'est comme quand on appelle parce que le chat est coincé dans la gouttière. Vous restez avec nous, Claire. RTL midi, 12h30, 14h. les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Christophe Paco. Et on revient sur ce qui est arrivé à cette jeune femme de 22 ans qui est décédée après avoir été évincée au standard téléphonique du SAMU de l'hôpital de Strasbourg. Une défaillance grave de l'opératrice au téléphone. On est toujours avec Claire. Vous disiez tout à l'heure que vous-même, vous aviez été permanentière. Comment aviez-vous été formée ? Alors on a des questions types qu'on doit poser à la personne qui appelle. Oui. Et après il y a toute une sorte de sensibilité à avoir. Il faut pouvoir garder patience et garder calme en permanence. D'où la difficulté quand on est la énième fois dérangé par un faux appel.
Mais effectivement, on a toute une formation à l'appel téléphonique. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait être médecin pour recevoir ce type d'appel ou pas ? Alors, je pense que... alors déjà, on a toujours des médecins derrière nous, c'est-à-dire que dès que quelque chose nous paraît trop important, qu'on a trop de questions à poser, on a toujours un médecin qui est présent dans la permanence. Donc, on peut passer la main. Être médecin, je pense que même si les médecins sont des gens extrêmement compétents, je pense que quand ils en seront au 10e appel, etc., ils risquent aussi de la faire saturation. l'erreur qu'a fait Et de la faire une erreur. saturation. Claire, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement, très brièvement, votre organisation, un soir d'urgence, par exemple, un soir de permanence pour vous? Combien de personnes êtes-vous à répondre dans une ville comme Aix-en-Provence? Alors, moi, non, sur Aix, j'en gère pas. Moi, c'était à l'époque sur Dijon. Le soir, on devait être deux permanencières et un médecin. 2 permanencières et un médecin, d'accord. Voilà. Bon, ça remonte à un certain nombre d'années, je n'ai plus les chiffres. Non, c'est pour avoir un exemple pour concret. avoir un ordre d'idée. Restez avec nous, Claire. Il y a Nicolas aussi qui voudrait s'exprimer. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de la Meuse? Oui, tout à fait. Et racontez-nous ce qui vous est arrivé aux urgences. C'est à peu près le même style d'histoire. Je suis suivi pour une maladie de Crohn depuis un peu plus de 15 ans. Oui. Donc, avec des symptômes bien connus des médecins. Toujours suivi dans le même hôpital par les mêmes docteurs. Et puis, en 2016, ma santé, elle dégringole. Ça allait plus de jour en jour. J'ai fait plusieurs séances à l'hôpital pour me remettre sur pied. Et donc, au mois de novembre, ça n'allait plus du tout. Pour 1m83, je pesais 48 kg quand je me présente au service des urgences, avec des douleurs abdos terribles. Je ne dormais plus. Je vomissais entre 10 et 15 fois par jour. Donc, je me présente au service des urgences. On montre aux urgences, on fait prise de sang, examen clinique, on me fait un IRM en fin de journée, on me bourre d'antidouleur jusqu'au bout d'un moment que ma douleur commence à descendre. Je tombe sur un médicament qui réagit relativement bien, c'est l'Axupan. Et à 20h30 le soir, on me dit, vous pouvez sortir, vous avez une petite occlusion, mais c'est rien de grave, vous verrez votre médecin spécialiste la semaine prochaine, vous pouvez rentrer chez vous. Là déjà, le premier symptôme, le premier loupé qu'il y a déjà eu. Donc ensuite, je rentre chez moi, ma femme vient me rechercher, et bien sûr, à minuit et demi, je me lève pour aller vomir, et là je m'effondre au sol, le ventre dur, comme je pourrais même pas imaginer, des douleurs. Je suis revenu chez moi à avoir réveillé mes enfants. Je demande à ma femme, parce que ça fait 15 ans que je vis avec les douleurs avec cette maladie, je lui dis, appelle le SAMU, je suis en train de mourir. Je dis bien le SAMU, pas les pompiers, parce que étant ancien policier, je suis un petit peu les démarches, les pompiers auraient appelé le médecin régulateur du SAMU. Donc j'appelle le SAMU. Donc pour aller plus vite. Nicolas. Voilà, elle appelle le SAMU immédiatement. Le médecin du SAMU la rappelle à peu près une bonne demi-heure après quand même, en lui disant c'est rien du tout, c'est des spasmes, qui prennent des spasmes et qu'il aille voir son gastro-entérologue dans une semaine. C'est ça. Nicolas, juste une précision, parce que la maladie de Crohn, pour certains, il faut rappeler que c'est un problème qui se passe au niveau du ventre. Le tube digestif. C'est le tube digestif. Et vous avez un suivi quand vous avez une telle maladie, complet. parce qu'il faut faire des séjours réguliers, si je ne m'abuse, dans les hôpitaux, dans des cliniques. Tout à fait, colo-gastro. Vous n'avez pas un protocole à suivre, justement? Est-ce que vous pouvez pas déranger un gastro-entérologue de permanence, plutôt d'aller dans des urgences où on va mettre du temps à vous traiter? Alors non, encore mieux, parce que donc moi, ils ont avisé, soi-disant, ils ont avisé mon gastro-entérologue à l'hôpital en lui expliquant les symptômes, et lui aurait donné comme rendez-vous de le revoir dans une semaine et reprendre des traitements habituels, corticothérapie, et ainsi de suite. J'ai revu mon gastro-entérologue 2 ans plus tard, je lui ai demandé, je n'ai pas compris ce loupé. Et lui m'a dit, écoutez monsieur, il fait moi 2 ans après, je sais plus ce qu'on m'a dit. Oui, 2 ans, c'est beaucoup quand même. Non, mais bien sûr, mais moi j'ai fini en réa et compagnie à Nancy, enfin. Il m'a bien expliqué, on m'aurait dit comme quoi vous avez une occlusion, jamais de la vie vous sortiez. Donc déjà là, il y a un souci déjà. Donc vous êtes ressorti, et ensuite quand vous avez appelé le SAMU, ils ont mis du temps à réagir, quoi. Alors que je hurlais au téléphone, c'est ma femme qui appelait, je pouvais pas parler, j'étais en position fétale par terre dans mes toilettes. Je suis tombé la tête sur mes WC, et ma femme, elle les appelait en lui disant, il sort des urgences, c'est monsieur Tchervine, il a une maladie de Crohn, donc ils sont pas venus. C'est rien, c'est des spasmes. Oui. Après, il faut savoir très bien guider les personnes. C'est malheureusement ce qui est arrivé et ce qui ne doit jamais arriver. On a beaucoup parlé sur cette antenne d'erreurs médicales, mais encore une fois, dans votre cas, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y ait pas un véritable suivi, quoi, pour déclencher une alerte très précise chez un gastro-entérologue. Non, mais déjà, tout à fait. Mais surtout quand on m'entend hurler derrière, quand on sait qu'on sort des urgences 3 heures avant. Bien sûr, c'est ça. Qu'on décale pas une ambulance, que ce soit des ambulanciers, comme j'ai entendu madame, s'il y a un manque d'effectifs ou d'intervention, je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Mais on peut envoyer des pompiers. Intervenir plus vite, on comprend bien, Nicolas. On va demander, restez avec nous, Nicolas, on va demander un avis à Dominique, qui est ambulancier, qui nous appelle de Haute-Saône. Bonjour Dominique. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Nicolas? Alors déjà, je suis ambulancier, mais je suis ambulancier au SAMU de Vesoul. Oui. Donc, il était important pour moi de réagir pour plusieurs raisons, parce que j'ai un cursus divers.
et que j'ai été aussi permanencier au centre 15. On a une très mauvaise organisation aujourd'hui des services de secours. Donc toutes les personnes qui appellent pour dire j'ai eu tel ou tel problème, bien sûr, les pauvres, elles ont appelé le 18 ou le 15 pour le faire, mais on a une très mauvaise organisation et on a surtout, ce qui est très important à signaler, on a des budgets qui sont honteux entre les pompiers et les SAMU. On s'aperçoit aujourd'hui, quand on voit des reportages, et on en voit beaucoup, puisque c'est un petit peu la mode, et c'est très bien, que le SAMU intervient toujours après, Non mais parlez-nous de vous, par exemple, parce que vous, c'est concret, Dominique, vous êtes dans la place, parlez-nous de vous. Quel est votre véritable souci, et qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi, un véhicule? C'est une personne de plus à votre bureau? Déjà, ce qui nous manque, c'est, sur la Haute-Saône, je suis moi-même le créateur du site SAMU 70. On se bat à l'heure actuelle parce qu'on a un territoire qui est très grand et qu'on intervient dans des conditions terribles, c'est-à-dire qu'on nous oblige à arriver à 40-50 kilomètres, avec des véhicules qui sont un petit peu vieillissants, on va dire, voilà, c'est ça. Et puis on ne peut pas reporter la faute aux médecins. On ne peut pas reporter la faute aux infirmières. On ne peut pas reporter la faute à l'ambulancier qui conduit et qui va se taper un chevreuil parce qu'il va intervenir vite. Là où on a un problème, on a un problème de régulation. Le problème de la régulation qui a été créé il y a une trentaine d'années et qui est très bien, c'est que c'est une couverture. C'est-à-dire, à partir du moment où vous appelez en disant j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, on va vous envoyer des véhicules, que ce soit une ambulance privée ou que ce soit les pompiers. Mais le vrai problème qui existe aujourd'hui, et c'est là où on ne peut pas en vouloir, et même aux permanenciers, c'est qu'on a tellement de faux appels, on a tellement d'erreurs qui sont faites que, effectivement, vous envoyez un véhicule SMUR pour quelqu'un, vous faites pas un pont, vous klaxonnez de partout, vous doublez, vous êtes à 130 à l'heure, puis on va vous dire, j'ai juste besoin d'une ordonnance. Donc il arrive un moment où les problèmes ne sont pas négligeables. Ça, c'est fréquent, ça? C'est-à-dire, ça veut dire que ces gens-là, quand ils appellent, ils vous mentent. Alors, vous avez raison, ce sont parce qu'ils vous appellent pas en vous disant j'ai besoin d'un renouvellement d'ordonnance. C'est comme pour les urgences, puisque en étant ambulancier SMUR, on travaillait aussi aux urgences. On s'aperçoit que les gens qui ont pris un rendez-vous pour un scanner et qui n'auront leur scanner malheureusement que dans 3 mois ou 4 mois, parce que c'est comme ça, viennent aux urgences en vous disant puisque j'ai un scanner dans 3 mois, si je viens aux urgences aujourd'hui, j'aurai mon scanner ce soir. Et malheureusement, ça se fait comme ça, quoi. Malheureusement. Et il faudrait ça, plus des appels de jeunes personnes qui, évidemment, de temps en temps, veulent faire des blagues comme on le faisait à l'ancienne, quand on voulait appeler à droite, à gauche sur des numéros de fixe. Vous restez avec nous, Dominique, vous inquiétez pas, on fait une toute petite pause. Il y a encore beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui veulent témoigner sur ce sujet, sur le 3210. On va encore parler, évidemment, de ces problèmes. Pour vous, on l'a compris, que ce soit au niveau des véhicules ou du personnel, avec des urgences qui sont souvent saturées. 3210, 3210, vous êtes les bienvenus. Les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière. Christophe Paco. Pour éviter une incompréhension comme celle dont a été victime la jeune Naomi, jeune maman de 22 ans qui n'a pas été prise au sérieux par le standard du SAMU dans la région de Strasbourg. On est avec beaucoup d'auditeurs aujourd'hui 3210 qui ont des témoignages évidemment qu'on fait de temps en temps ce numéro d'urgence, qu'on fait le 15, qui ont eu des fortunes diverses et variées, et puis également des personnes qui ont travaillé, des permanents, comme tout à l'heure on est avec Françoise, et là on est avec Dominique qui est resté avec nous de Haute-Saône. Dominique qui nous parlait des urgences saturées. J'aimerais bien qu'avec vous, Dominique, on accueille encore 2 témoignages, notamment celui de Frédéric qui vient de composer le 3210 qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour Christophe. Pompier volontaire à Tours. Tout à fait, oui. Enfin, à côté de Tours, mais oui, dans la région. Alors racontez-nous. En fait, j'aimerais réagir un petit peu. Bon, j'ai entendu un petit peu les permanenciers que vous avez eu à l'antenne. Et en fait, je les rejoins un petit peu. Bon, ce qui s'est passé, malheureusement, c'était un drame. Il est clair. Et en fait, je rejoins un petit peu ce qui a été dit, c'est que aussi bien côté sapeurs-pompiers, alors il faut savoir que les sapeurs-pompiers, le SAMU, nous sommes toujours en communication, voilà. Donc quand il y a un appel sapeurs-pompiers, c'est transféré au SAMU, donc par la régule. Et il y a malheureusement de nombreux appels qui sont soit des appels soit des blagues, des mauvaises blagues, et ça c'est très courant.
Et il peut y avoir aussi énormément d'appels qui sont appels de la bobologie. Et c'est pas grand chose, c'est du petit bobo. Et il peut y avoir aussi d'autres appels où une même personne va vous contacter pour avoir un plombier parce qu'il y a une fuite d'eau chez elle. Parce que on appelle les pompiers parce qu'on a une fuite d'eau aujourd'hui. Oui, exactement. Le chat dans l'arbre, classique. Tout à fait. Alors. Le chat dans l'arbre, ça reste encore une autre discussion, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'appels qui concernent que de la bobologie. Alors c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à votre standardiste, c'est que en fin de compte, les gens font appel, par exemple, aux pompiers, parce que moi je suis sapeur-pompier, donc je parle de mon cas, parce qu'en fait, si on les conseille d'aller voir un médecin, il faut avancer les frais pour aller voir un médecin. Alors que le sapeur-pompier, lui, nous, on ne prend rien. On transfère directement à l'hôpital via le service des urgences. Il n'y a pas de frais à avancer. Donc, vous pouvez vous retrouver, comme j'ai entendu tout à l'heure, avec des urgences qui sont entièrement saturées pour des petits maux de ventre, pour des petits maux de tête, pour un mal aux dents, voilà. Malheureusement, on ne peut pas prendre en compte de vraies urgences. Et vous n'arrivez pas à la détecter, cette bobologie, au téléphone, Frédéric, au moment de l'appel? Le problème, c'est que si on pourrait la détecter, mais le souci, c'est qu'on n'a pas le droit et on doit porter assistance à toute personne. Donc, comme la régulatrice. Mais Dominique, tout à l'heure, on en parlait justement. Comment ça se passe concrètement, Dominique, quand on appelle, quand on vous appelle? Quelles sont les 3 premières questions que vous posez, par exemple, si on ne sent pas bien là? Non, mais moi, je pose plus de questions puisque malheureusement, on est un département sans SAMU. Il faut savoir que la Haute-Saône est le seul département sans SAMU. Mais pour détecter les personnes qui veulent jouer avec vous, c'est ça que je veux dire. On peut pas. Et le pompier qui vous a appelé a eu vraiment raison dans ce qu'il a dit. On ne peut pas détecter. C'est-à-dire que cette régulatrice qui a appelé, cette personne qui a appelé la régulatrice, est-ce qu'elle avait déjà 10 ou 15 appels qui étaient faux? On ne sait pas. Le pompier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi j'interviens. Je peux pas me permettre un doute. Donc j'interviens. Donc dans le doute, j'y vais. Bon, on a une obligation de faire ça. La régulatrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Si ce pompier, à un moment, avait dit, moi, j'interviens pas sur telle ou telle intervention, enfin, pas le pompier, mais le SDIS, quel qu'il soit, on aurait dit, écoutez, voilà, c'est un scandale vis-à-vis des pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On ne peut pas le savoir. Mais quand vous êtes dans une nuit où vous faites 12 heures, où vous avez 10 ou 15 appels qui sont des faux appels, où vous faites intervenir des ambulances privées ou des pompiers sur des faux appels, c'est compliqué. Simplement, il y a une chose qui est importante et très importante à dire vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'organisation générale, même politique, c'est quand on a des régulations. On a le 18, on a le 15. Le 18 est à tel endroit, le 15 est à tel endroit. Mais quand le 18 et le 15 sont ensemble, et quand on a des régulations communes, pompiers et SAMU, ça marche toujours très très bien. Sauf que nous sommes dans un département où il n'y a pas de régulation commune. Où ce sont des questions de budget, voilà. Bien sûr. Merci. Donc c'est encore plus compliqué. Ça illustre aussi la désertification dont on parle souvent. Merci d'avoir témoigné. Vous étiez nombreux à nous rejoindre. Merci à vous tous. C'était extrêmement intéressant. On a appris beaucoup de choses. On fait une pause et dans un instant, on parle du prix des carburants. Ça va nous énerver. Qui ne cesse de grimper. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Rebière, Christophe Paco. RTL Midi, 12h30, 14h. les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Christophe Paco. Allez, on s'intéresse avec vous au prix des carburants qui s'envolent. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Plus 10% en un an sur le samplon 98. Et c'est pire encore avec le gazole. Les prix ont quasiment doublé en 2 ans, nous disait Christophe Borou. Alors, cette hausse va-t-elle vous inciter à rouler différemment? On vous pose la question sur RTL.fr. Vous êtes 50% à nous dire oui, 44% à penser le contraire. Qu'en dit-on sur notre page Facebook? Les auditeurs ont la parole, Laurent. Hors de question de se serrer la ceinture, s'énerve Laurent, pas moi, je vous rassure. Marre d'être des vaches à lait, même avis pour Véronique. Je ne vais pas me priver de mes vacances attendues toute l'année. Je vais juste réduire mes dépenses sur les sorties, les cadeaux aux enfants pour Noël et leurs anniversaires.
Pour moi, les pouvoirs publics sont des voleurs légaux, rajoute Jean-Michel. Vive le racket du gouvernement, poursuit Hervé. C'est quand même marrant, se dit 93 Batman. Les gouvernements successifs augmentent les taxes quand les cours du pétrole montent rapidement. Par contre, ils ne baissent pas de la même façon. Allez tiens, lançons une journée en France sans faire un plein. Là, il sentirait passer le suppôt, appréciez l'expression. Et la seule solution pour Nadine, c'est d'avoir une voiture récente. Nous voyons la différence. Au lieu d'aller à la pompe toutes les semaines, maintenant, c'est tous les 15 jours. Bien, très pertinent, ce petit jugement de Nadine. Oui, et puis pourquoi pas passer à l'électrique aussi, c'est une question ça coûte cher aussi. qu'on peut Vous savez, Christelle, on en parle souvent. On va en parler tous ensemble. On a Gilles pour l'instant, qui nous appelle de Biarritz. Bonjour. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour Gilles. Alors par rapport à cette augmentation du prix des carburants, moi je voulais surtout relever en fait une double arnaque. La première, apparemment des internautes en ont parlé, c'est que le carburant peut augmenter ou baisser autant qu'on veut. La part du brut dans notre réservoir quand on fait le plein, elle est bien inférieure à la part des taxes. On fait des pleins de taxes. Oui, par rapport au prix, oui, bien sûr. Voilà. Donc bien ça sûr. peut être l'Iran, ça peut être l'OPEP, ça peut être ce qu'on veut. De toute façon, c'est des taxes. Donc, comme on a un État très gourmand et que ceux qui votent touchent à ces taxes et ces lois ont un carburant qui est payé par nous-mêmes contribuables, de toute façon, ça les concerne absolument pas. Et la deuxième arnaque, c'est que les solutions alternatives pour des modes de déplacement, y compris sur des véhicules à moteur un petit peu différents, c'est exactement comme dans la production d'énergie. Il y a tellement de normes, de lois, de contraintes et de réglementations que bien des solutions alternatives de motorisation pourraient être imaginées de façon complémentaire, mais elles vont être extrêmement dures à développer pour des particuliers ou des petites entreprises innovantes parce qu'il y a un poids administratif et législatif qui est toujours en faveur d'ailleurs de l'automobile et des pétroliers. Vous voulez dire qu'on va pas assez vite sur l'hybride, sur l'électrique ou autre gaz, par exemple, hein, pour les bus. On ne peut pas parce que c'est comme l'éolien ou le panneau solaire. Celui qui veut en faire un peu chez lui, il va déjà passer 3 mois dans des CERFA et il va devoir faire intervenir des entreprises agréées. Les centres agréés, oui, d'accord. Très souvent mariés avec l'État, donc voilà, c'est tout sauf un marché libre, c'est du capitalisme de connivence, mais on est soumis à tout ça. Donc je me souviens il y a quelques années, il y a une mairie qui avait voulu faire rouler des bus à l'huile de friteuse. Oui. Je crois que c'est la préfecture à l'époque qui avait cassé ça. Comme le jus de betterave, oui. Voilà, ils avaient ressorti du placard les vieux bus qui étaient déclassés et dégueulasses et polluants parce que c'était pas possible. Et je pense notamment en campagne. Moi, j'ai eu des activités professionnelles à la campagne. Le secteur agricole produit des matières et des déchets qui pourraient servir à tout un tas de choses. On s'éloigne un petit peu de l'automobile, mais c'est la méthanisation par exemple. Et tout ça est rendu impossible. Donc on va parler du prix du carburant, on va parler de l'Iran, on va parler de Trump. Vous voulez dire que on ne cherche pas les solutions alternatives? Pas assez? On les empêche. Oui, on les empêche. Ils sont déjà là. On les empêche de s'exprimer librement. C'est-à-dire que d'un côté, on va surtaxer, surtaxer un produit en expliquant qu'on le surtaxe parce que c'est pas bien et qu'il faut faire autre chose. Et d'un autre côté, on empêche de faire autre chose ou alors de le faire à prix d'or avec les gens qui sont agréés. Et c'est avec ce fameux protectionnisme. Vous exercez quelle profession finalement, Gilles, vous, si c'est pas indiscret? Je suis agent immobilier et donc vous roulez beaucoup. J'étais gestionnaire de centre équestre. Je roule pas mal. Ouais. D'accord, vous roulez pas mal. Est-ce que vous roulez avec une voiture neuve? Est-ce que vous économisez un peu plus? Est-ce que vous roulez avec un diesel pour toujours faire des économies? Vous avez définitivement ranger le diesel dans la cave ou dans le garage? Non, avec un diesel japonais qui consomme très peu et qui va pas souvent au garage. Mais voilà, avec un sentiment, comme beaucoup de gens, d'être prisonnier de tout ça, quoi. Et vous avez le sentiment aujourd'hui, quand vous remplissez ce fameux diesel d'origine japonaise, qui à mon avis consomme beaucoup, de payer un peu plus, 10, 20 euros de plus à chaque plein? Je m'en rends pas compte parce que très sincèrement, je fais pas non plus 100 000 km par an. Et puis la différence, elle existe, mais
finalement, j'y suis pas plus attentif que ça parce que ça fait partie d'une multitude de choses qui augmentent de toute façon. Dans vos frais fixes. Et toujours au prétexte d'événements extérieurs, alors qu'en fait, comme beaucoup de choses, ça augmente parce qu'on a besoin d'argent. Donc je sais que quand je fais le plein de ma voiture pour aller travailler 6 jours sur 7, une grande partie du plein que je fais sert à faire le plein d'une autre voiture de quelqu'un qui a décidé combien j'allais payer pour faire le plein. Donc pas vraiment de liberté en changeant de station-service. On a bien compris, Gilles, votre argument. Restez avec nous, Gilles. Je vous présente Denis, qui roule beaucoup, lui. Bonjour, Denis. Bonjour, Christelle. Bonjour, Christophe. Bienvenue. Vous êtes chauffeur de taxi? Oui, moi je paye les 3 impôts des imbéciles. Je suis fumeur, je prends des prunes et je mets du gasoil. Ah bah oui, mais là vous cherchez un peu, Denis. Non, je plaisante. Et le truc, voilà, c'est qu'ils augmentent les taxes parce que ça fait comme le tabac. Il y a moins en moins de fumeurs, mais vu que le prix est haut, ils rentrent toujours autant d'argent dans les caisses. Donc pourquoi se priver? Pourquoi se gêner? Il y a de plus en plus d'automobilistes. Donc on prend des prunes, on prend du gasoil, bah ça rentre dans l'argent dans les caisses de l'État. Alors moi pourquoi pas payer, d'accord, mais si ça peut aider à faire des structures comme pour le petit garçon qui est sourd. Vous voyez? Oui, d'accord. Oui, on écoutait le sujet tout à l'heure. Oui. C'est l'utilisation de l'argent public, là. Voilà. Parce que moi, qu'on me prenne de l'argent, pourquoi pas, j'en gagne, d'accord, ok. Mais au moins que je vois à quoi ils servent. Mais dites-moi, les chauffeurs de taxi que vous êtes, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, quand on est simplement automobiliste ou simplement, par exemple, usager de votre taxi, on se dit, pourquoi vous roulez pas tous à l'hybride, par exemple, aujourd'hui? Est-ce que il y a des prix maintenant qui sont faits pour les chauffeurs de taxi? Oui, alors. Par rapport à ce que disait Gilles, on va quand même dans de nouvelles expériences. Oui, mais l'hybride, ça va convenir quand vous êtes sur Paris. Moi, je suis sur Chartres. Chartres, Eure-et-Loir. Donc, vous allez faire une course à 40 km de Chartres. Vous êtes dans la race campagne, c'est le moteur thermique qui va tourner. En approche de la ville, bon bah vous allez tourner avec l'hybride, mais vu le prix de la voiture hybride, est-ce que nous on va retomber sur nos pieds? C'est pas sûr. C'est comme l'électrique aujourd'hui. C'est comme l'électrique est encore très cher. Et il faut retrouver des bornes aussi pour vous dans certaines régions de France. Voilà. Et puis je fais des fois des journées à 700, 800 km. Ça va être compliqué, hein. Ouais, compliqué. Gilles, donc, moi j'ai une dernière question pour Gilles. L'électrique, ça pourrait être une solution pour vous ou pas? Oui, pourquoi pas. Bon, sur Biarritz, c'est pas, il y a pas beaucoup de bornes de recharge. Oui. Ça pourrait être une solution, mais Denis parlait du prix. On est sur des prix qui sont souvent rédhibitoires, comme pour changer d'ailleurs du matériel à la maison, hein, une nouvelle chaudière plus performante, etc. On est sur des prix qui sont très élevés, qui sont tels. C'est vrai. Encore une fois, pour des prix de brevets d'innovation qui ont coûté très cher, et puis aussi de maîtrise et de verrouillage du marché, quoi. Donc, mais Gilles, on peut peut-être y arriver en passant par les motos, les scooters, parce que les motos sont chères, mais quand vous achetez une moto électrique, vous la gardez à vie, quoi, quelque part. Il n'y a pas de révision à faire avec l'huile et l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut passer par cette philosophie-là, déjà. Sur la communauté de communes ici, sur la côte basque, ils ont acheté 7 vélos à hydrogène pour les agents municipaux à 13 000 € pièce. Donc, bon, le contribuable est content, mais on est loin, hélas, et dans la réalité et dans le coût qu'on nous imposera au final. Hein. Il y aura, hélas, j'ai peur, toujours ce biais dans les tarifs de ce qu'on nous propose, puisqu'il y a une captation qui est faite à la base, et nous en bas, je dis en bas, le consommateur. Ah oui, le consommateur, c'est lui qui va arriver à la souvent le cocu de l'histoire. Hein. On a bien compris votre sentiment en tout cas aujourd'hui. Mais bientôt, vous savez quoi, avec Christelle, nous quand nous serons à Paris, qu'on va prendre un train ou un avion, nous serons dans des taxis volants. J'écoutais Sophie Jousselin ce matin. J'ai peur que ce soit assez cher le taxi volant quand même. Ça va arriver vite en 2024 pour les Jeux Olympiques. On ira à Orly directement, on va assis tous les deux. Rêvons un peu. Merci messieurs. Merci pour Christophe Paco.